Bonsoir. Bonsoir. Bon, écoute, je pense que tout est beau cette semaine. Oui, on est sur la bonne page, tout est correct. C'est ça, pas d'erreur technique, ça devrait être correct. Je m'en débouche une froide. Ah, ben allez-y. T'en veux-tu une c'est un froide? Perrier. Oui, c'est ça. Ou, comme dans le film Cruising Bar, Perrier, Perrier. Ça, c'est ma référence. Ah, Merci. tu vois, celle-là, je la capte pas. OK, parfait. Alors, bonsoir à Jérémy. Bienvenue tout le monde. Ça commence. Alors, Germain, on va laisser le monde arriver un petit peu. Bien sûr. On a déjà une quarantaine de personnes, mais on va laisser les gens arriver un petit peu avant que tu nous lances avec ta question. Est-ce que tu veux nous parler de ton vêtement d'aujourd'hui? Hey! Là, on le voit pas, mais je on porte... le voit, oui. On le voit... Si tu tasses du bon bord, C'est on va ça. le voir. J'ai Le coton watté? le kangourou, et comme mes enfants disent, le hoodie, parce que c'est plus cool, du pub sympathique, parce que je suis heureux de vous annoncer que oui, les restaurants vont réouvrir très prochainement, et le pub sympathique de Saint-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le restaurant d'un de mes amis personnels, alors on ira faire un tour là-bas la semaine prochaine. Je te confirme. Probablement dès lundi, je sais pas, enfin on verra, mais on va aller faire un tour là-bas, évidemment, parce que, on s'ennuie des restos, puis on s'ennuie de pouvoir sortir un peu de la maison. Ça va faire du bien. Tu conduis quoi cette semaine? Un Chevrolet Blazer. Ah, OK. En version LT, gris argenté, siège en tissu, pas de volant chauffant. C'est assez plate. OK. Je n'ai pas de très grandes émotions, là. On va pas se mentir, là. Je n'ai pas fini l'analyse complète, là. Mais par contre, à la radio, tu sais, on trouvait que le Blazer était trop cher avant. Oui, mais là, c'est sûr que si tu y enlèves de l'équipement, il est moins cher, là. Puis, comme toutes les autres voitures sont indisponibles et ont monté de prix, ben là, il devient peut-être un peu plus attrayant. Je sais pas. Tu m'amènes sur une piste intéressante. J'étais en conférence avec Buick cet après-midi. Pas qu'être en conférence avec Buick est une piste intéressante, mais en tout cas. Et pour parler de l'Enclave 2022, qui n'est pas non plus une piste intéressante. Et on nous a parlé des nouveautés, c'est-à-dire l'Apple CarPlay sans fil, et ça se résume à peu près à ça. Et on a baissé le prix de 1 200 $ pour chacun des trims. Non, mais il n'y a personne qui fait ça en ce moment, baisser les prix de véhicules neufs, là. Alors, je t'avoue que ça m'a un petit peu surpris, mais voilà. Bon. C'est bizarre. On pourra le conduire un peu plus tard, là. Ouais. Je pense que c'est dans un mois là, que l'essai est prévu. Donc, voilà. Moi, de mon côté, je conduis cette semaine un Mercedes GLE 450 Formatic coupé que je trouve archi laid. Ouais. Honnêtement, je préfère de beaucoup la version régulière, mais j'adore cette mécanique-là. Souvent, Mercedes, on a un délai à l'accélération, on a un couple qui n'est pas linéaire. Là, c'est instantané. C'est un 6 cylindres turbo en ligne avec hybridation légère et je peux te dire que c'est une super belle mécanique. Combien coûte ce véhicule-là? 100 000 $ pile. Mais... Oui, et c'est le modèle de base d'un GLE coupé. Bon, il y a quelques options dedans, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un AMG, justement. Oui. Donc, on a des jantes de dimension qu'on pourrait qualifier de raisonnable. C'est ça, ouais, exactement. Probablement qu'à la conduite, ça doit pas être désagréable. Ça doit taper et cogner beaucoup moins. Là. Ça va très bien. Puis tu vois, à moins 15, moins 18 degrés, j'ai fait 400 quelques kilomètres jusqu'à maintenant, puis j'étais à 10 litres 2 au 100. Mais pourquoi ne pas prendre un GLE régulier? Parce que ça, c'est juste un GLE moins pratique, là. Exactement. Mais c'est supposé être plus beau, puis je trouve que c'est le contraire. Fait que ça, c'est une question de goût rendu là. Sauf que le GLE, lui, est disponible en version 350 avec un 4 cylindres. Ouais. Ça, je choisirais pas ça. Ensuite, le 6 cylindres en ligne, puis ensuite, les 18 versions AMG, quoique c'est plus vrai parce qu'on a éliminé les V8 AMG, là. Ouais. Là, on a que les versions 53 avec hybridation légère. Puis qu'est-ce qu'on nous réserve pour la suite, je sais pas, mais Mercedes a mis le coup près dans ses V8 AMG. Je pense que pour 2022, il n'y a que le GLS qui offre chez les camions encore un V8 AMG. La classe G ne l'a plus, le GLE ne l'a plus, etc. Bon, à suivre. Mais c'est quand même un véhicule très agréable, bien que le look ne me plaise pas personnellement. Alors, vas-y donc avec ta question. Oui, donc on cherche le nom de la voiture Géo, produite entre 1998 et 2002, qui était en fait une Toyota. OK.
Et moi, je me permets de te dire qu'elle n'a pas été produite entre 98 et 2002. Elle a été produite à partir de 1980. Oui, avant ça, mais il y a eu d'autres versions différentes. Là. OK. Elle a existé avant ça, mais Oui. ciblons celle-ci. OK, parfait. Bon, j'ai assisté aujourd'hui à une conférence virtuelle ou en ligne faite par Honda Canada avec Jean-Marc Leclerc, avec les gens du Product Planning et Paul Simons, évidemment, a déjà la bonne réponse et plein de monde aussi. C'est les voitures qu'on retrouve à la scrap, d'ailleurs, maintenant. Oui, exactement. Mais c'était pas vendu au Canada. Non, c'était pas vendu au Canada, mais en fait, c'est une Corolla. Oui, c'est ça. Puis ensuite, ça a été vendu. Ça a été vendu chez nous avant que cette voiture-là existe chez Geo aux États-Unis, et ça s'appelait une Chevrolet Nova. Oui. Tu sais, bon. La Chevrolet. On a joué beaucoup avec les noms puis les marques, mais c'est ça. Voilà. Mais j'en ai croisé une cette semaine, alors c'est ce qui m'a fait penser à cette question. Ah! Bon, alors, c'est ça. Revenons à nos moutons. J'ai pu assister à une conférence de Honda aujourd'hui parce que Honda, pour moi, est dans la même situation que Nissan était il y a peut-être 3 ans, avec du bois mort, là. Mais c'est-à-dire un constructeur d'avant-plan, mais qui a pris du retard par rapport aux autres. Là. Et pas un peu. Oui. Donc, Honda n'a pas de véhicule électrique, n'a pas de véhicule hybride, et pourtant était le pionnier. Oui. On a une gamme de modèles hyper vieillissante. En fait, la seule nouveauté, c'est la Civic. Mais si tu penses au Pilote, ça date de 2015. Si tu penses au CR-V, ça date de 2016. Si tu penses au HR-V, ça date de 2015 ou 16 aussi. Fait que ça commence à dater énormément. Tout est vieux chez Honda. Ouais. L'Accord 2017. Tu sais, c'est du... Bon, on a éliminé toutes les voitures hybrides. On n'a pas amené de voitures hybrides au Canada. Le CR-V hybride qui existe aux États-Unis, on ne le vend pas chez nous. On est en retard, pas à peu près. Malgré ça, on a vendu quelques 50 000 CR-V cette année au Canada. Parce qu'on l'explique très mal. Ben, on le pousse énormément. Oui, on le pousse, mais... Je veux bien, là, mais c'est un véhicule très vieillissant. Et pas nécessairement intéressant, sur mon avis. On est en hausse par rapport à 2020. C'est ben, on est en hausse, mais c'est un segment qui est en hausse. Oui, je comprends bien, là, mais le véhicule est en fin de carrière tel qu'il est présenté, puis les acheteurs sont encore plus nombreux. C'est fascinant. C'est la folie. C'est la folie. Mais évidemment, Honda était là pour nous annoncer beaucoup de nouveautés qui vont arriver. Alors pour en cours d'année 2022, on verra plusieurs modèles 2023 débarquer. Et puis Honda, je faisais le parallèle avec Nissan. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 ans, on regardait la gamme de Nissan. Écoute, un Pathfinder qui avait 7-8 ans, le Rogue, je veux dire, plein de véhicules. Le Murano, c'est encore le cas, mais le Murano sur le point de changer. Tous les produits chez Nissan étaient hyper vieillissants. Et ils ont tous été renouvelés très rapidement. Ben, ça a commencé avec la Sentra, mais il est arrivé à un bien mauvais moment au début de la pandémie. C'est pas compliqué. La Sentra est sortie en février 2020. Et boum, la pandémie frappait, fait que ça a complètement scrappé l'arrivée de cette voiture-là. Mais évidemment, le Rogue est arrivé ensuite. Bon, le Pathfinder qui est très important pour Nissan, Frontier qui a été renouvelé, etc., etc. Puis là, on arrive avec l'Aria, avec la Z, bref, ça va faire une gamme. Le Murano aussi, le là, Murano c'est aussi. bon. Fait que on va se retrouver avec une gamme qui va avoir été rajeunie et de beaucoup. C'est ça. Mais chez Honda, écoute, là, ça commence à dater pas à peu près. Et là, ce qu'on nous a annoncé, c'est à confirmer l'arrivée d'un nouveau HR-V, d'un nouveau CR-V, d'une version hybride qui sera fabriquée au Canada. D'ailleurs, on est en train, en ce moment, de convertir l'usine d'Alliston en Ontario. Ça, c'est la grande nouvelle. Là. Pour accueillir l'arrivée de la fabrication du nouveau CR-V hybride. Alors ça, c'est confirmé. Nouveau pilote aussi. Pas un mot sur Passport Ridgeline, encore une fois. J'ai l'impression qu'on va attendre à 2024. Fait que ça c'est 3 nouveautés d'importance qui vont arriver chez Honda pour 2020. En fait, en cours d'année 2022 comme modèle 2023. On sait qu'avec la Civic, on avait conservé les mêmes mécaniques que la génération d'avant. Est-ce qu'avec le nouveau CR-V, on peut s'attendre... Bon, il va y avoir une version hybride, on l'a dit. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le moteur 1.5 turbo
continue sa route? Ou... C'est certain. On va offrir une version à essence et une version hybride, ça Ouais. c'est sûr. Ça, c'est garanti. Non, mais est-ce qu'on peut espérer d'autres mécaniques, là, tu sais, avec le pilote? Est-ce qu'on va conserver le même V6? Là, on n'a pas de détails. C'est- Là, on n'a absolument pas de détails. Écoute, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on va peut-être conserver un V6 chez Honda, mais qu'on va arriver peut-être... Ce qui serait logique, c'est qu'on retrouve le 2 litres turbo, peut-être dans le CR-V, sinon dans le futur Passport. Ouais. Tu sais, parce que, bon, il y aurait une certaine logique là, mais on n'a vraiment aucun détail à ce niveau-là. On nous a aussi confirmé que chez Honda, l'accord allait être redessiné pour 2023 complètement. C'est un marché qui est encore important pour Honda, particulièrement aux États-Unis. Alors ça va être refait. Bon, évidemment, on nous a parlé de l'arrivée de l'Integra. Et on a avoué qu'on n'avait pas été très, très, très satisfait de l'opinion générale quant à la perception de l'Integra. Et pas que des journalistes, là, parce que tu regardais partout sur Internet. Exactement. Madame, tout le monde n'était pas tombé en amour là, au dévoilement avec l'Integra jaune. Tu sais, sans nous dire que c'était une erreur de ramener le nom Integra de la façon qu'on l'avait fait, on comprenait que il y avait des enthousiastes qui avaient des attentes très élevées et qu'évidemment la nouvelle Integra n'était pas ce que ça a déjà été en termes de look ou en termes d'image. Ouais. Puis tu sais, à la blague, on nous a dit est-ce qu'on s'attendait à recevoir, à voir arriver une Integra avec des lumières pop-up headlight escamotables, exactement. Tu sais, bref, on est conscient de tout ça, mais en même temps on sait que cette voiture-là va être fidèle à ce que le nom Integra a déjà représenté, c'est-à-dire une voiture qui va quand même te procurer pas mal de plaisir au volant. Puis moi, ça, je peux le confirmer parce que j'ai conduit une Civic SI. Okay. Alors, je m'attends à ce que l'Integra soit une voiture qui va t'offrir le niveau de plaisir d'une Civic SI++, parce que, bon, on n'a pas confirmé la chose, mais attendez-vous à ce qu'il y ait une version de CPS, ça c'est évident. Là, on sait aussi qu'on va avoir une boîte double embrayage là-dedans. Ah ben ça va être intéressant, en plus de la manuelle, fait que il y a quand même... Bon, et on nous a aussi confirmé que, on nous a confirmé l'arrivée du Honda Prologue pour 2023. C'est une 5e nouveauté qui va être un 100% électrique utilisant les batteries Ultium de GM. Et dès 2024, c'est Acura qui va avoir droit à son VUS 100% électrique qui va encore une fois utiliser ces mêmes batteries-là. Qui va être un dérivé du Prologue? Qui va être un dérivé du Prologue, bien évidemment. Ou bref, qui va utiliser la même plateforme, mais qui aura une approche différente à suivre. Mais pour moi, la grande nouveauté, la grande annonce dans ça, c'est l'arrivée finalement d'un CR-V hybride. Là. Parce que aux États-Unis, on en a un, mais au Canada, on n'a jamais voulu le commercialiser. Pour des questions de rentabilité et de tout ce que tu veux. Mais dans le segment des... en fait, la raison pour laquelle on n'a jamais vendu le CR-V hybride au Canada, c'est qu'Honda estimait que les coûts d'importation de ce modèle-là sur le marché canadien des États-Unis seraient importants et que ça n'apporterait pas plus de parts de marché à Honda qui vend très bien son CR-V fabriqué au Canada. Je comprends dans une certaine mesure parce que regardez ce que Toyota... Il faut pas avoir une vision à très long terme là, pour non, mais ça, c'est des comptables. Oui, chez Honda, bien, là. Chez Honda, depuis plusieurs années, là, on sent pas nécessairement un élan de passion. On m'a déjà dit, je l'ai déjà dit là, à plusieurs reprises, mais on m'a déjà dit chez Honda que si on pouvait fabriquer juste des voitures noires, ça ferait bien leur affaire. Ce serait plus facile, puis bon. Ça manque de passion. Est-ce qu'Henry Ford avait fait son stage chez Honda? Ouais, c'est ça. Mais bon, on vend 50 000 CR-V. Oui, je veux Toyota vend 62 000 RAV4, mais en proposant des versions Prime, des versions hybrides, des versions... Il y a quand même un 20 de plus. Oui. Compte-les comme tu veux. Là. Mais ça implique une gestion d'inventaire des modèles. Le Prime, il est fait au Japon. Il est fait au Japon, c'est ça. Alors, puis les deux usines de Toyota... Oui. Aujourd'hui, les deux usines canadiennes de Toyota aujourd'hui fabriquent le RAV4. Fait que c'est pas compliqué. Honda est en train
de refaire son usine d'Alliston pour accueillir un CR-V qui risque d'aller talonner et peut-être même dépasser les ventes du RAV4. Oui, mais on regarde d'ici 5 ans, là, ça va être long. Ah non, là. dès l'année prochaine. Oui, avant qu'il arrive, là. Mais avant qu'on dépasse Toyota, bonne chance. Là. Ah, moi, je serais pas surpris que ça arrive dès l'année prochaine. Dès l'année calendrier 2023. Pourquoi? Il va falloir charmer à nouveau la clientèle en quête de véhicules. Elle est déjà charmée. Il va falloir... Elle est déjà charmée. Puis, oublie pas un truc, on a vendu 50 000 et des poussières CR-V cette année, mais on en a manqué, pas un peu. Oui, bien, est-ce qu'on va en avoir plus des hybrides? Absolument pas. Bien, on nous a dit, et ça, c'est très intéressant, qu'Honda avait développé un contrat avec une entreprise californienne qui s'appelle Qualcomm pour être capable d'avoir des puces électroniques faites en Amérique du Nord afin de contourner ce problème de puces électroniques qui a fait en sorte qu'on n'avait pas de véhicule. C'est une bonne nouvelle. Donc, mais... on nous dit qu'aux 3/4 de 2022, la production devrait avoir repris un beat normal. Écoute, moi, je suis vraiment pas là pour défendre Honda. J'ai jamais aimé cette génération du CR-V. Je trouve que c'est un produit qui est, je veux pas dire insignifiant, mais qui est ennuyant. Alors que Toyota, je trouve qu'on joue champ gauche, on a une carrure, on a une personnalité qui est plus forte. Puis il n'y a pas juste le RAV4 hybride, là. Il y a l'Escape hybride, tu sais. Oh, oui, c'est ça. Fait que, Honda va arriver après tout le monde, puis... mais c'est sûr que le CR-V et le CR-V hybride, ça va connaître énormément de succès. Écoute, oui. 72% des Honda vendus au Canada en 2021 étaient des Honda fabriqués au Canada. Oui, parce qu'ils veulent pas vendre les autres. Ben, d'une part, puis d'autre part, parce qu'ils ont mis des incitatifs sur les Civics, sur les... Si les concessionnaires avaient eu, je sais pas, moi, plus de Ridgeline, ben, ils en auraient vendu plus, évidemment. Puis les listes d'attente pour des Clarity qui sont jamais arrivées. Cette proportion-là aurait diminué. Alors, je sais pas pourquoi on est content ou fier de cette donnée-là. On devrait pas être content de cette donnée-là. Par contre, c'est une année, Honda l'a pas dit comme ça, mais c'est quand même une année difficile parce qu'on a eu 4% d'augmentation de vente cette année, mais le marché a augmenté de beaucoup plus que ça. Par rapport à 2020. Là. Oh oui. Alors, tu sais, Honda, on est en rattrapage. La Civic, ben, tu sais, on change notre fusil d'épaule aussi parce que c'est une voiture plus chère. C'est un segment qu'on domine encore, oui, mais tu sais, c'est pas là où la profitabilité est la plus grande nécessairement. Puis et tu te rappelles, il y a quelques semaines, quelques mois, on avait parlé de l'Elantra qui avait peut-être des chances de grimper dans le palmarès. Ouais. Puis finalement, nos observations québécoises de la situation nous ont peut-être induit en erreur, hein, parce que... c'est-à-dire que... Au Québec, on en voit de la nouvelle Elantra, mais possiblement qu'ailleurs au Canada, personne n'achète ça. Tu sais, faut pas oublier un truc. La Corolla, c'est plus le cas aujourd'hui, mais très longtemps, la Corolla a été fabriquée en Ontario et la Civic est fabriquée en Ontario aussi. Là-bas, ce sont des voitures qu'on achète sans même se poser de questions. Au même titre que les produits GM qu'on a achetés dans la grande région de Toronto parce qu'il y a une usine à Oshawa. Va te promener à Oshawa, là, il y a du GM partout. Non, mais modèle, là, des bonnes villes, il y en a. Ça, moi, acheter un véhicule assemblé au Québec, mais non, malheureusement, c'est ça. C'est possible. Achète-toi une Firebird. C'est ça. Ou une Sonata 90. Oui, c'est un petit peu plus rare. C'est dur à trouver, ça, hein? Oui. Pas évident. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Honda va arriver avec beaucoup de nouveautés dans la prochaine année. Est-ce qu'ils vont... Puis, j'ai trouvé ça intéressant aussi parce que la discussion tournait autour de... Les concessionnaires n'ont pas d'inventaire et on commence à réaliser que c'est peut-être une bonne affaire. Puis on va encourager les gens à commander en ligne, on va encourager les gens à bâtir leur véhicule, à le commander comme ils le veulent. Les concessionnaires sont heureux, ont jamais fait autant d'argent, ça ils l'ont pas dit, mais en vendant tout près de 150 000 véhicules cette année au Canada avec un inventaire pratiquement à zéro chez les concessionnaires. Tu n'as pas d'inventaire à supporter. C'est super payant pour un concessionnaire qui vend en plus ses véhicules pratiquement au prix de détail. Là. Oui, donc il n'y a plus de place à la négociation. Mais dans un univers comme celui des camionnettes, je peux comprendre où il y a tellement de choix de moteurs, de longueur de caisse, de type de cabine, puis en avoir une de chaque, ça finit plus. Puis chacun a des besoins précis. Mais dans le cas d'une Civic blanc, noir, gris, automatique, tu sais, oui, mais justement, un inventaire, là, ça va peut-être changer. Oui,
Mais ça va peut-être changer la donne un petit peu parce que, par défaut, les concessionnaires, comme le constructeur automobile, avaient tendance à fabriquer du gris, noir, blanc parce que ça se place partout puis ça se vend tout seul. Puis une rouge, bon, on avait un peu plus de misère, tu sais, à oser. Là, on va avoir une Integra jaune, ça a l'air. Non, mais Oui. ce que je veux dire, c'est que là, le client va commander en ligne sa voiture de Il va la prendre grise pareil, là. Peut-être, mais celui qui a veut bleu, il va la prendre bleue. Il ne sera pas poussé une blanche dans la gorge parce qu'ils l'ont en inventaire, mais que la bleue, ils l'ont pas. Fait que, tu sais, ça va être intéressant. Mais bref, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent chez Honda. Puis ça nous rassure un peu parce que cette année, ça fait dur, tu sais. Oui, c'est pas le portfolio de rêve, non, là. c'est vraiment, tu sais, HRV, là, on nous disait que les ventes de HRV étaient en hausse. Arrêtez de nous niaiser là, avec vos chiffres. Là. En 2020, vous avez eu une année catastrophe. Ben oui, les concessionnaires ont été fermés combien de semaines? Bon, c'est sûr que... Et quand on nous disait que l'Acura MDX avait eu une augmentation en 2021 de 57 par rapport à l'année précédente, oui, il n'y a pas eu d'année modèle 2021 du MDX, mais quand le 2022 est arrivé, boum, tu sais, les ventes ont explosé. Fait que c'est comme, il y avait pas, ça n'existait pas. Oui, alors on peut faire dire aux chiffres ce qu'on veut bien. Exactement. Bon, l'autre truc, Toyota Sequoia, ça fait énormément jaser. On en avait parlé un peu la semaine passée parce qu'on nous avait montré un premier teaser de ce véhicule-là. On l'a finalement dévoilé hier soir ou lundi soir en ligne. En fait, non, hier soir. Hier soir. Oui, OK. Bon, le temps passe vite, mais on l'a dévoilé hier. Bon. Oui, parce que j'ai publié des images, moi, hier soir, sur ma page Facebook, il était 10 heures. Puis, écoute, ce matin, j'avais 2200 commentaires, thumbs up, beaucoup de monde qui, visiblement, l'ont apprécié. C'est quand même curieux, considérant que le litre d'essence est à 1,59 au coin de la rue. Mais, coudonc. Oui, ben, on avait un peu la réflexion la semaine passée, comme quoi certains constructeurs renouvelaient ces gros mastodontes-là un peu énergivores, mais... Il y a Paul qui nous demande, d'ailleurs, est-ce que le Land Cruiser existe toujours? Oui, mais on ne l'a pas sur notre marché, c'est ça, exactement. Mais donc, un peu comme avec le Tundra, on va avoir le V6 turbo compressé et hybride, nouvelle mécanique, un petit peu plus moderne que ce qu'on avait auparavant. Plusieurs versions, et moi, c'est un peu ça qui m'a plu. On va avoir une version TRD qui a énormément de personnalité, mais on va avoir plusieurs versions pour ce même véhicule-là qui vont donner des personnalités différentes au véhicule. Alors que l'ancien Sequoia, j'avais l'impression que, il y en avait juste un Sequoia puis il était plate. Mais là, on y donne justement un peu de... As-tu idée comment c'est payant fabriquer des véhicules? Là, il n'y a rien de plus payant à fabriquer qu'un truc comme ça. C'est évident parce que... Il y a quelqu'un qui dit, j'ai déjà commandé. Jimmy qui dit, j'ai déjà commandé mon Sequoia 2023. Quand même. Et j'ai eu l'impression que les commentaires étaient plus positif que dans le cas du Tundra qui plaisait pas nécessairement à tous. Et j'ai pas le choix d'abonder dans ce sens-là parce que je vais pas te dire qu'il est beau, là. C'est pas des véhicules qui sont particulièrement séduisants, mais moi, les chiffres, je les trouve intéressants. C'est-à-dire que 9000 livres de capacité de remorquage, tu viens de dépasser tout le monde. Oui, puis les gens qui achètent ça, ils ont un bateau à tirer, ils ont une grosse roulotte à tirer. 583 livres de couple dès 1400 tours minute, ça va être du sérieux, mais ça, l'hybridation, on sait que c'est efficace. Ça fait des miracles. Puis, tu sais, on va se le dire, là, bien que la moyenne des acheteurs qui se procurent des Tahoe puis des trucs comme ça ne considèrent pas la consommation d'essence comme élément premier. Ah bon? Ils ne considèrent pas la consommation d'essence comme élément premier. Ah bon? Tout le monde va être soucieux de ça un peu, là. C'est pas vrai qu'il y a quelqu'un qui va dire, à 2 piastres le litre, là, il y a personne qui va dire, non, moi, ça me dérange pas. Quand même que ça coûterait 4 piastres, j'en mettrais tant que t'en veux. Tu sais, à un moment donné, il y a une espèce de conscience. C'est ça. Aussi, là, qui finit par s'installer. Et ça va être le gros avantage de Toyota parce que, bon, GM a un diesel. Mais on n'est pas capable de. On n'a pas. Oui. Puis c'est drôle parce que on en livre quand même dans les camionnettes. Mais chez Ford, on en a un V6, turbo, mais personne n'en veut, tu sais. Tu veux dire? EcoBoost.
Wow, OK, mais c'est aussi cylindre turbo, mais je veux Oui, dire, ça consomme comme un 8. Ben exactement. Ouais, Alors, ouais. si on arrive à avoir ce petit gain-là chez Toyota, ben Ouais. peut-être que ce sera intéressant. J'ai bien hâte de conduire, j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Et, C'est quoi la version Captone qui est la plus comme le luxueuse, là? Tundra, ouais, c'est Ouais. une nouvelle, un nouveau trim qu'on Ouais. rajoute là. Qui a de l'air hyper luxueuse. C'est comme un Denali japonais. C'est ça. Ça ressemble pas mal à ça. Ouais, voilà. Et c'est 15 ans après l'introduction de la dernière génération du... Hey, 15 ans, C'est tellement long que j'ai recensé quelques événements qui se sont passés il y a 15 ans et tu vas réaliser à quel point ça fait longtemps. Donc, en 2007, qu'est-ce qui s'est passé? En 2007, tu avais 12 ans. Oui. OK. Premièrement, Oui. c'était la controverse à Hérouville qu'on a tous oublié. Ça, c'était en 2007. L'inauguration des stations de métro à Laval. Es-tu sérieux? Ah ouais? Très sérieux. OK. Et finalement, la première élection de Régis Labaume à la Ville de Québec. C'est pas pire. Ça fait 15 ans, tout ça. Alors, voilà. Ça fait... Il était temps, là, j'allais dire le Tundra, mais pour le Sequoia, un peu de changement, là. Ah ouais. Mais il y a un autre véhicule qui a récemment été renouvelé qui était encore plus vieux que ça. C'était le Frontier. Oui, effectivement. Nissan, là, Ben, l'ont été... tu mentionnais que quand le véhicule a été introduit, ta fille venait de naître et elle a eu son permis au changement de génération. C'est ça. Bon, oui. Ouais, c'est ça. Ça montre quand même Ouais. un bel... c'est quand même un signe que le véhicule a vieilli beaucoup. Là. Ah ben oui, évidemment. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, mais tu sais, puis ça arrive à un drôle de moment, ce véhicule-là, parce que moi, je me souviens lorsqu'on a eu la première crise du pétrole autour de 2007-2008 et que Kia avait lancé un Borrego avec un V8 Jeep avec le Commander oui, qui était un mastodonte avec le V8, ça finissait plus. Mais tu sais, tous ces véhicules-là étaient lancés à un bien mauvais moment. On pourrait imaginer qu'en ce moment, n'importe quel véhicule qui consomme un peu, qui est lancé en ce moment, est presque voué à l'échec. Mais c'est plus ça. Ouais. Et là, si tu arrives avec un truc que les gens veulent avoir, veulent conduire, mais qui consomme un peu moins que la moyenne, Oui, puis tu l'as sûrement vu là, depuis le début de la nouvelle année, dans les questions qu'on reçoit, il y en a plus de la moitié qui concernent des véhicules, soit hybrides ou électriques. Ah, ouais. Les gens y ont réfléchi longtemps, mais là, on est vraiment sur le bord de prendre cette décision-là. Là. Puis on en manque. Tu sais, je veux dire, oui. Tu le sais, Germain, moi, j'ai magasiné récemment pour mon entreprise une fourgonnette. Je me suis rapidement rendu compte qu'on éliminait Chrysler de l'équation parce qu'écoute... Tu sors la calculatrice et ça n'a plus aucun bon sens. Alors que moi, je cherche une fourgonnette de base. OK, je vous mets en contexte. Je cherche une fourgonnette de base qui va être un véhicule de compagnie qui va servir à trimballer des trucs, puis bon, pour nos tournages, puis bon. Alors, je pense à Chrysler. La fourgonnette Chrysler 2022, la moins chère, est 45 000 $. En location à un taux de 6,69 %. C'est agressif, ça. OK? Ça coûte 810 $ par mois pour une caravane SXT de base, pas d'option. Ça n'a aucun bon Kiwi sens. a les sièges Stow & Go de série. Ça nous dérange pas. Ensuite, j'ai regardé la Kia Carnival. En version toujours LX. Pour une version de base. Là. Toujours pour une version de base, version LX, etc. Toute location à 4,99. C'est pas donné. Puis bon, moi, je prends un terme de kilométrage de 24 000 km par année parce qu'elle va rouler. Et je regarde Kia, on est à 600 $ par mois. 610 $ par mois. 200 $ de différence par mois pour 2 mini-fourgonnettes. Et la Kia est mieux équipée. Ouais. Et a une garantie de 5 ans, 100 000 km d'un bout à l'autre, conception plus moderne, etc. Mais ça demeure un véhicule qui consomme quand même un peu. Et entre tout ça, tu as la Sienna, LE, de base. 110 $ de plus par mois que la Kia, mais 100 $ de moins que la Caravane. Peux-tu croire, là? Une Sienna hybride traction. Alors, j'ai fait le calcul, puis j'ai fait le coût de revient, considérant qu'elle va rouler quand même pas mal, le moins cher. Surtout en considérant la dépréciation au bout, parce que c'est sûr que cette fourgonnette-là qu'on loue, on va la racheter après.
c'est la Sienna qui est la meilleure aubaine. Mais il n'y en a pas. Et tu peux pas attendre un an pour obtenir Non, ça me l'apprend là. Ça me l'apprend là. Alors, et c'est sûr qu'une Sienna hybride, bon, c'est peut-être moins inspirant à conduire que, bon, mais c'est pas ça l'objectif, là. Mais il n'y en a pas. J'ai parlé au directeur de la zone chez Toyota pour mettre la main sur une Sienna hybride. Pas moyen de rien N'est faire. pas. Fin de l'histoire. Et tout ça est quand même ironique. Parce Fait que il y a 2 ans ou 3 ans, le choix aurait été bien plus simple. Ça aurait été une Dodge Grand Caravane ordinaire qui aurait coûté moins cher que tout ça. Qui aurait coûté le prix d'une Civic, puis ou à peu près, là, tu sais, puis bon, c'est ça. Mais Chrysler a complètement délaissé ce marché-là. Et j'ai finalement choisi une Kia Carnival. Elle est commandée, puis elle va arriver la semaine prochaine, et voilà. Puis Kia va chercher de grosses parts de marché en ce moment avec sa fourgonnette parce que c'est un produit qui est convaincant, puis avec un prix qui est pas mal plus alléchant que la compétition. Tu sais, Honda, on est à 46 000 en partant. On veut plus aller jouer dans le territoire. On ne parle jamais de l'Odyssée, c'est drôle. Hein? Non, mais c'est parce que c'est pas un véhicule que tu vas acheter pour travailler. Non. Une Odyssée dans une optique de travail. Écoute, à une autre époque, lorsque j'étais à RPM, on avait utilisé pendant 1 an, lors des tournages, des Odyssées. Je me souviens pas de l'année. Je pense que c'était des 2015. Je te dis, là, en dedans d'1 an, elles étaient démolies. Mais pourquoi? Parce que c'est... Une Grand Caravane ne l'aurait pas été? Non. Parce que c'est plus robuste. C'est plus robuste pour le travail. OK. C'est sûr qu'une Grand Caravane, c'est pas raffiné comme une Odyssée. Ouais. Mais l'Odyssée, ça demeure une voiture. C'est vraiment conçu comme une voiture, alors que l'autre est plus solide. Puis ça, on l'a réalisé très rapidement. Écoute, ça craquette partout. C'était épouvantable. Autant les plastiques, la finition à l'intérieur, c'était super beau quand c'était neuf. Autant, après 1 an, c'était 10 fois plus démoli que ça avait été une Dodge Caravan. Juste parce que c'est pas fait pour ça. C'est bon pour transporter une petite famille, puis... C'est ça. Fait que, puis de toute façon, ils sont pas là, Honda. Ils en ont pas plus, de toute façon. Puis les Odyssey qu'ils vendent, c'est des Touring à 53 000. Ouais. Fait qu'on n'est pas... C'est pas ça, le marché d'Honda. Fait que je suis bien content de la Kia. Bien que, écoute, j'ai acheté une Kia neuve au prix de détail. Je pensais jamais te dire ça un jour. Et ça me fait beaucoup rire, là. Hein? Ça me fait beaucoup rire. Tu vas le faire, là? Oui. J'ai acheté une minivan Kia au prix de détail. C'est minivan, d'ailleurs? Oui, je n'ai jamais possédé. C'est beaucoup de primeurs. C'est beaucoup de nouveautés, ouais. Oui. C'est ça. Fallait attendre que tes enfants soient grands pour faire le saut vers le minivan. De résister. Fallait attendre qu'ils en veulent plus. Non, ben honnêtement. Ben non, avec 2 enfants, c'est pas nécessairement essentiel d'avoir une minivan, là. Non, c'est pas essentiel d'avoir une minivan, mais des fois, d'avoir 2 rangées de sièges parce que ça s'engueule, ce jour. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors bref, revenons à nos moutons. Oui. Je veux dire, la question de la disponibilité des véhicules hybrides et des véhicules qui consomment moins en ce moment est un problème. Puis ce que je dis à tout le monde en ce moment, vous anticipez l'achat d'un véhicule hybride dans la prochaine année, que ce soit hybride, électrique ou n'importe quoi en fait, prenez-vous d'avance. Prenez-vous vraiment d'avance. Parce que moi-même, je me fais prendre de court. C'est incroyable de voir comment il y a des délais d'arrivée de certains produits, puis les produits les plus en demande, évidemment les plus convoités, ben vous allez les attendre encore plus longtemps. Eric, il dit, la Dodge Caravan a quand même réussi l'épreuve d'évitement à RPM. Et Seigneur, de peine et de misère, moi je vais toujours me souvenir de ça. Ouais, de peine et de misère, elle l'avait fait, mais enfin... Elle l'aurait pas fait souvent. Hein? Elle l'aurait pas fait souvent. Je sais pas s'ils ont encore les mêmes exercices. Enfin, on pourra écouter ça. C'est ça. Samedi ou dimanche. On reste à tenir à jour. Fait que voilà, j'ai commandé ce véhicule-là. Puis Toyota, de son côté, ben pas de fourgonnette. Puis on nous a dit en plus que cette année, ça allait être très difficile pour la disponibilité des Sienna. Comment ça peut être plus difficile qu'en ce moment? Problème de pièces, d'approvisionnement, grosse demande chez les Américains. On va essayer de travailler très fort pour le RAV4 hybride au Canada, mais pour la Sienna, ça risque d'être plus dur. Puis ça revient peut-être un peu
à ce que je mentionnais un peu plus tôt avec Honda, c'est-à-dire que le RAV4 hybride, il est fait chez nous, on va mettre des efforts. Mais la Sienna est faite de l'autre côté. Puis, elles sont plus intéressantes à vendre aux États-Unis qu'au Canada, c'est bien évident, là. Ben oui. Tu sais, fait bon, exactement. Puis ça m'amène à parler peut-être du prochain sujet. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que tu as instauré cette... t'as eu vent d'une situation avec un Toyota RAV4 hybride 2019, une plainte que quelqu'un t'avait formulée. Alors, je te laisse aller. Oui, en fait, c'est un propriétaire de Toyota RAV4 hybride qui a partagé son histoire sur les réseaux sociaux. Ouais. Le propriétaire du véhicule en a pris possession en milieu d'année 2019 et a parcouru depuis 127 000 km. Donc, c'est du kilométrage considérable. Et il a eu une panne avec le véhicule, nécessitant un remorquage pour finalement se rendre compte que c'est une couette de fil, un câble, c'est-à-dire lié au système hybride. OK. Chez Toyota, le système hybride, la garantie, c'est 8 ans? C'est 8 ans, 160 000 km. Donc, on était correct pour finalement apprendre que cette partie du système hybride, elle, n'était pas couverte par la garantie hybride, mais par la garantie régulière de Toyota qui est de 3 ans 60. 3 ans, 60 000 km. Donc, même pas groupe motopropulseur, là? Non. Parce que ça, c'est 5 ans 100. Oui, mais non, c'est pas ça. Bien, de toute façon, il l'aurait dépassé pareil. Dépassé aussi. Alors, visiblement déçu de tout ça, entame un processus avec Toyota Canada, qui, reconnaît visiblement une certaine défectuosité, et lui, de son côté, effectue des recherches, et effectivement, aux États-Unis, la NHTSA, qui est le National Highway Safety... National Highway Safety Traffic. Traffic. Ça. Voilà. Et, NHTSA. National Highway Traffic Safety Association. Voilà. Hein? Ils ont ouvert un dossier, ils ont ouvert une enquête parce que c'est pas le seul cas recensé. OK, il y a des plaintes pour ça. Oui, exactement. Donc, le câble est mal protégé, il y a de la corrosion qui se forme, puis le câble n'est plus efficace, tout simplement. Alors, Toyota Canada a dit, nous, on accepte de payer précisément 65 % quand même. Du prix de la pièce et de la main-d'œuvre. Hein. Souvent, on va offrir là une part sur les pièces, puis on va dire assumer la main-d'œuvre. Mais là, on offre plus de la moitié, autant pour la main-d'œuvre que pour les pièces, ce qui me paraît très généreux, évidemment. Mais il y a quand même une double question. Oui. C'est-à-dire que d'un côté, tu as un véhicule qui est hors garantie, qui a eu une défectuosité qui est connue chez Toyota. Alors, Toyota admet ses torts et utilise son enveloppe de ce qu'on appelle du goodwill pour couvrir ça. Pour mettre de l'eau dans son vin. Et ils acceptent, puis c'est correct. Mais d'un autre côté, comment se fait-il que cette pièce-là ne fasse pas partie du système hybride? En fait, elle en fait partie du système. Non, mais elle ne soit pas couverte par la garantie. Voilà. Et évidemment, on ne répond pas à cette question-là quand on la pose. Je demande pourquoi cette pièce-là n'en fait pas partie et on me répond qu'elle n'en fait pas partie. OK. Et que les pièces suivantes en font partie. D'accord, là, mais pour moi, le câble du système hybride, ça va avec. Et ça coûte combien? Hybride. Ah, mais ça aussi, c'est peut-être un détail important, là. C'est pas une fusible, là, cette histoire-là. Avec la main-d'œuvre, là, ça dépasse 5 000 $, là. Donc, c'est considérable. Pour un câble? Oui. Quand même. Donc, c'est quand même une réparation coûteuse. Mais je me dis... Ce que le type me racontait, il dit, étant donné que lui roule beaucoup, il n'est pas couvert par la garantie, mais quelqu'un qui roule 18 ou 20 000 km par année, aurait été couvert. Et c'est ce qui se produit. Il n'est pas le seul à avoir ce problème-là, mais quelqu'un qui roule moins, on le passe sous la garantie normale et c'est réglé. Donc, lui voudrait que ce soit payé à 100 %. Voilà. Et Mylène de dire de quoi péter un câble. De quoi péter un câble. Exactement. Voilà. Mais c'est une belle situation dans la mesure où je comprends les arguments des deux parties. Absolument. Mais d'un autre côté,
il n'est pas sous garantie. Ouais. On accepte quand même de payer un montant considérable, puis après 120 quelques mille kilomètres, ça va te coûter quoi? 1500 à 2000 $? Ouais. Grosso modo? Plus ou moins. Tu sais, combien de propriétaires d'Audi puis de Mercedes mettent ça chaque 6 mois pour n'importe quelle raison sur une voiture? Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un peu de... Ouais, mais c'est un Toyota, c'est pas supposé briser. Ben, c'est sûr qu'il y a un petit peu de ça là-dedans. Puis on m'a dit, ben, je me suis procuré ce RAV4-là en version hybride parce que c'est supposé être la 7e merveille du monde. C'est jamais supposé briser. C'est fantastique. C'est extrêmement fiable. Puis effectivement, c'est un produit fiable. Là. Et j'ai eu une discussion intéressante avec Georgini de l'APA à ce sujet-là. Qu'on salue. Qu'on salue. Bonjour, Georges. Et lui était plus nuancé peut-être que toi et moi. Il me disait, mais si Toyota accepte de rembourser 65 % de la facture, ben c'est embêtant. Ça veut dire qu'on ne reconnaît que 2/3 de son tort. Tu sais, donc, la lecture qu'on en fait peut varier d'une personne à l'autre. Et me disait que c'est un problème qui a été observé sur d'autres véhicules hybrides chez Toyota depuis plusieurs années, sur des Prius, entre autres. On avait vu ça. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend pour mettre du tape électrique là-dessus chez Toyota, mais moi, ça presse qu'on règle ça. Alors, oui, toute une situation... Et elle n'est pas encore réglée, là? Ben, en fait, je vais demander à ce type qu'est-ce que tu veux, tu sais? Et on m'a dit, ben, je veux que la réparation soit couverte et effectuée à 100%. Puis en attendant, ben, il est à pied? Ben, c'est ça. Ouais. Ça, c'est un peu plus un problème, surtout pour quelqu'un qui roule 125 000 km en 2 ans. Ouais. Ouais, c'est un peu plus un problème. En fait, à suivre, moi, j'ai hâte de voir le dénouement de tout ça, mais je trouve... Il n'y a personne qui est déraisonnable là-dedans. Là. Non, je comprends le propriétaire d'être déçu et je comprends Toyota de dire, ben là, on paye plus que la moitié. On veut y mettre toute notre bonne volonté, mais en même temps, si on lit correctement le manuel du propriétaire puis le guide de la garantie... Ben, ce qu'on fait tout le temps. Ce qu'on fait tout le temps. Ah, je sais pas. Tu lis tout ça, toi, tes manuels du propriétaire? Ben, les véhicules que j'achète, moi, ils sont plus garantis depuis longtemps. Là. Puis le manuel du propriétaire, il n'est même plus dans le coffre à gants. Ben, il est wavé à cause de l'humidité. C'est ça. C'est à peu près ça. Mais, mais oui, on voit toutes sortes de situations de gens, des fois un peu déçus ou qui ont des attentes extrêmement élevées parce que... oui... Des fois, le consommateur doit réaliser qu'il achète un produit que, oui, ça... Ben, tu sais, moi, j'ai en tête... Il va y avoir un peu d'entretien, puis peut-être des bris éventuellement. Il y a une situation un peu cocasse ça m'a fait extrêmement rire dans un groupe de propriétaires de Volkswagen ID4. Et évidemment, le monsieur... Un groupe au nombre de 3. Non, il y en a quand même un peu. Oui, je sais bien, mais tu sais... C'est juste qu'ils ne rentrent pas beaucoup. C'est ça. Mais c'est encore un rassemblement qui est autorisé, tellement ils ne sont pas nombreux. C'est pas grave, c'est pas drôle. Donc? Et il fait toute une publication pour raconter son histoire. Il est très déçu de son véhicule parce que... Et là, écoute bien, le bouchon du réceptacle pour le liquide lave-glace a brisé parce qu'il faisait moins 35 la semaine passée. Fait que le plastique à moins 35, ben, il a craqué. Et lui venait de perdre la totalité de sa confiance envers le véhicule. Alors, tu sais, des fois, il faut peut-être apprendre à gérer ses attentes. Puis moi, j'ai déjà rencontré une dame qui a mis 24 000 $ de réclamation de garantie sur une Audi A5, sur une location. Wow! Au bout de 4 ans, elle a remis les clés et elle en a loué une autre. 24 000 $ de réclamation de garantie sur une Audi A5. Mais en même temps, si c'est sur garantie, elle n'a rien eu à payer. Mais tu passes ta vie au garage?
Ouais. 24 000 carrément un bureau Tu vas me dire que sur chez place. Audi, ça monte, là, mais Ouais. tu sais, c'est quand même. Puis c'est quoi, ça représente quoi, là? Un tiers du prix de la voiture, là? Ah, ben, je te dis, c'était une A5 assez régulière, là, qui avait été payée. Entre un tiers puis la moitié du prix de la Ouais, voiture a ouais, été ouais, dépensé ouais, en c'est 3 ça. ou 4 ans en Quand entretien, même. en couverture de garantie. Ouais. Wow, quand même. Fait qu'il faut quand même le faire. Oui. Bon, autre nouvelle qui est sortie aujourd'hui, ben écoute, c'est une non-nouvelle parce qu'on savait que ça s'en venait, mais peut-être pas aussi rapidement. On a tiré la plug, c'est la fin de la production de la Oui. Volkswagen Passat, donc une autre voiture qui tire sa révérence de façon officielle. On n'en fabrique plus, c'est terminé, puis ça, c'est aux États-Unis. On parle de la Passat américaine, là, l'espèce de Chevrolet Impala avec un emblème La voiture allemand. sans âme, là. Ouais, c'est ça. Voiture qui est assemblée à Chattanooga, au Tennessee. Et j'avais visité, Oui. moi, lorsque Volkswagen a lancé cette Passat-là en 2011, j'étais sur place pour assister on fabriquait les voitures sur place et on les sortait de l'usine et c'était tout nouveau, tout beau. Tu aurais pu manger à terre dans l'usine tellement c'était pas de table? impeccable. Il n'y avait ok. pas de table. Ok. Tout était blanc, c'était vraiment une usine ultra moderne. Je serais curieux de la revoir aujourd'hui, parce que j'aurais peut-être pas la même perception 10 ans plus tard. Est-ce que mais... les compagnies de location à court terme avaient un bureau sur place? Non, ou, non, mais on avait essayé mais cette Passat-là. On en a vendu beaucoup à des compagnies de location à Ouais. court terme. Mais les premières années, c'est une voiture qui a marché, qui a eu beaucoup de succès et que les gens considéraient pas nécessaire. En fait, ça s'est vendu plus que n'importe quel Passat que tu peux t'imaginer du passé. Il y a eu aux États-Unis surtout. Chez nous, bon, la Passat connaissait au prorata de la population un certain succès, mais cette voiture-là, moins chère, plus spacieuse, plus facile à entretenir. Elle ben, était immensément spacieuse. Là. Tu sais, elle a Ah, toujours été c'est réputée, caverneux, la Passat, le coffre là-dedans. Ouais, mais même la deuxième rangée, c'était... Tu t'allonges les jambes. C'était ouais. très, très grand. Très, très Ouais. grand. Je serais curieux de comparer l'espace cargo et l'espace aux jambes d'une Passat comme celle-là et celle d'une Phaeton qui n'est pas en empattement allongé, là, évidemment, mais de Phaeton régulière. Et j'ai vu une Phaeton, d'ailleurs, hier sur la route. Il y en a encore qui circulent au Québec. Pas beaucoup. Pas beaucoup, mais je n'ai vu une hier. Fait qu'on va continuer, on va assembler l'Atlas, évidemment, dans cette usine-là. L'Atlas. L'Atlas? Oui. Pardon? OK. Non, mais l'Atlas. L'Atlas, là, tu sais, ça... Ouais. C'est pas trop un truck allemand. On va continuer de produire l'Atlas. Oui, c'est ça. Et le Volkswagen ID4. Oui. Parce qu'on va l'assembler finalement aux États-Unis, ce qui devrait aider là, à répondre à la demande. Donc, voilà. Puis en attendant, Germain, Ben oui! mais ta brochure de la semaine, Soyons nostalgiques. c'est la première Passat. La Volkswagen Passat 1990. Tu sais que j'ai possédé une de ces voitures qui était identique à celle-ci. Avec pas de En grille. fait, ça, c'est une CL. La mienne, c'était une GL, à moteur 2 litres, 16 valves, le moteur de la GTI 16 valves de l'époque, mais dans une Passat, c'était peut-être un peu moins nerveux. Et ça se faisait aussi en version turbo diesel. Ça, c'est la version familiale. C'était de superbes voitures pour l'époque, mais un cauchemar de fiabilité. Voici le moteur 2 litres. La version qui est arrivée juste après, qui avait au moins une vraie grille en avant. Là. Donc, 94. Parce que ça, on dirait un véhicule électrique aujourd'hui. Il n'y a pas de... Mais c'est la Taurus aussi qui n'avait pas de grille en avant à un moment donné. Oui, ou, et la Sable qui avait juste des lumières. Fait que... Alors, vous voyez l'intérieur de la Passat avec les sièges chauffants. Moi, je peux vous raconter mon expérience de la Volkswagen Passat. Que j'ai toujours... C'est une expérience hivernale, en plus. Hey, la mienne était pareil à celle-là. Avec le grand aileron sur le coffre, les mains Grand roues. aileron, tu veux me reprendre sur ma prononciation? Grand aileron? Un grand aileron de bord. Un grand aileron. Okay. Ça te convient? Oh, oui. Okay. Parfait. Non, mais c'est correct. Tes sièges chauffants? Ben, en fait, les poignées de porte extérieures, l'hiver, gelaient. Ouais. Donc, tu pouvais plus fermer la porte, elle n'enclenchait plus. Et un matin que j'étais pressé et qu'il n'y a aucune porte qui acceptait de se refermer, j'ai pris les ceintures de sécurité, je les ai passées dans les accoudoirs des portières et j'ai snappé ça dans les loquets de ceinture. C'est des straps ratchet fait que maison, j'étais pas attaché dans la voiture et quand je prenais un virage, la porte elle faisait tout de suite. Fait que, bon, ça. Et quelques semaines plus tard, j'ai allumé les sièges chauffants ou le siège chauffant du conducteur et l'élément est resté collé et ça a brûlé le siège. C'est le genre de problème. C'était chaud pour vrai? Ah, c'était brûlant, là. Quelque chose de rare. Là, j'étais là, voyons, ça se peut pas. Puis il était éteint, puis ouais, c'est quelque chose de rare. J'ai été en voiture.
C'est- Fait que j'ai trouvé ça particulier. Mais et j'ai revendu cette voiture-là. Je vais toujours me souvenir. J'ai revendu cette voiture-là à un type qui venait de scraper sa Saab 9000. Ah, d'accord. Alors lui voulait une voiture peut-être... Il n'avait pas connu assez de problèmes non, avec la c'est Saab, ça. 9000. Fait que j'avais vendu cette Passat-là, mais c'était des super belles autos, le comportement. Tu sais, tu comparais ça avec ce qui se vendait à l'époque. Là, c'était quand même une sacrée belle voiture. Ouais, ouais. Très gros, C'était un paquet très... de troubles, Mais c'était cher, là. On vendait ça 25, 25 000 à l'époque, là. En 90, là, c'était énormément d'argent. Mais à côté d'une Honda Accord avec des pare-chocs en caoutchouc, c'était une approche différente, c'est ça. sûr. T'sais, bon, une Accord XR à l'époque, c'était une belle voiture, mais ça aussi, ça coûtait cher. Ouais. Mais c'était jamais aussi spacieux et confortable qu'une Passat. Mais bon. Les accords de cette génération-là ont duré bien plus longtemps. Oui, ça a coûté moins cher de les conserver, ça c'est sûr. Ça, c'est certain. Alors voilà. Question du public. Vas-y donc. Je t'avertis, la première est longue. Donc, on a Carl qui est à la recherche d'un véhicule hybride rechargeable. Il pense au Jeep Wrangler 4XE et au Mitsubishi Outlander PHEV 2022. Même genre. Black Edition. Il aime la puissance et le plaisir que procure le 4XE. Il aime aussi le fait qu'il puisse remorquer 3500 livres. Il semble très peu fiable d'après les histoires qu'il a pu lire. Et il lui revient en location, dit-il, à 270 $ aux 2 semaines, ce qui me paraît pas cher, là. Non, Mais, c'est à peu près... ouais. C'est 600 par mois. c'est 600 par mois, ouais. Okay, pour ce qui est du Outlander, il aime que l'épreuve soit faite. Il le trouve également qu'il comporte plus d'espace à l'intérieur, mais il ne trouve pas très puissant. Il remorque juste 1500 livres, donc l'écart est là. Et il trouve que pour 52 000 $, l'effet wow n'est pas là. Il a des besoins assez précis. Il a besoin absolument d'une plaque verte, car il habite sur la côte nord et sa famille est au Bas-Saint-Laurent. Donc, il emprunte le traversier Matane-Godbout 2 fois aux 2 semaines. Donc, c'est 160... Et avec une plaque verte, tu payes pas? Exactement. OK. Donc, 160 $ aux 2 semaines, ça paraît. Donc, voilà. Quand même. Ben, c'est tellement deux véhicules différents. C'est sûr. C'est sûr que le Mitsubishi, c'est une paix d'esprit, c'est-à-dire qu'on connaît sa fiabilité, mais le rendement énergétique, on n'est plus là. L'été, dans le meilleur des mondes, tu vas faire 40, 42, 44 km en mode 100% électrique. L'hiver, tu fais 20, 25 max. Marc, que le Jeep, c'est à peu près la même chose. Oui, oui. Mais le Jeep, il y a l'effet de nouveauté, il y a le... Évidemment, je vais vous dire que le Mitsubishi est plus... C'est bien moins passionnant, là. Tu sais. Non, mais je veux dire, le Mitsubishi est plus confortable. C'est plus... C'est beaucoup plus raisonnable d'acheter le Mitsubishi, c'est sûr. Mais la technologie est quand même assez dépassée. Et il faut aussi savoir que entre les deux, ben, le Mitsubishi va être très difficile à revendre. Le Jeep, vous allez le revendre en claquant des doigts. Même dans 4 ans, par exemple, quand la technologie va être pas mal dépassée. Tu sais, oui, il y a eu l'aspect fiabilité. Ils ont eu des problèmes avec le Jeep jusqu'à maintenant. Mais sur la question de la logique financière, puis oui, pour l'effet wow, j'achèterais le Jeep quand même demain matin. C'est pas aussi confortable, c'est peut-être pas aussi polyvalent en termes d'espace au coffre, des trucs comme ça. Mais tu sais, c'est un camion qui va faire l'envie de tout le monde, qui est un véhicule qui est capable de remorquer davantage, qui a pas mal plus de puissance puis de plaisir au volant, même si c'est un Wrangler x 1000 genres, là, ça c'est sûr, mais j'ai bien de la misère à comparer les deux. C'est comme le petit ange puis le petit diable là, qui s'obstinent. C'est ça, c'est ça. Sauf que l'ange, il est pâle, là. Puis le diable, il est rouge vif. Puis il faut pas oublier... Tu peux prendre l'Outlander en rouge, tu vois. Ouais, mais puis tu sais, il faut pas oublier un truc non plus, c'est que l'Outlander, d'ici 6 mois, il est complètement renouvelé. On va arriver avec une nouvelle génération. Là, on va avoir un hybride rechargeable certainement plus convaincant. Je pense que le choix logique, c'est d'y aller avec le Jeep. Vous n'aimez pas votre Jeep, dans la prochaine année, vous vous dites non, j'aime pas ça. Vous allez être capable de le repasser ou de transférer votre location en claquant des doigts sans que ça vous coûte un sou, très facilement, ce que vous serez incapable de faire avec l'Outlander. Bon. Alors, ne serait-ce que pour ça, j'irais chez Jeep. C'est un argument intéressant. Moi, je pense que j'irais là. Ça, j'achète ça. OK. On a Rémi qui nous dit qu'il considère l'achat d'un véhicule électrique à 4 roues motrices pour remplacer la Mazda 3 2009.
Les deux véhicules qui semblent avoir le meilleur rapport qualité-prix semblent être le Volkswagen ID4 et le Hyundai Ioniq 5. Ouais. J'ai de la misère à dire le Hyundai Ioniq 5, mais ça, c'est une autre histoire. Le ID4... C'est un transgenre. Ah, je sais plus. Ça aussi, on a de la misère à dire ça. Mais bon, c'est Comment qu'on appelle ça, là? Pas non-binaire. Comment tu appelles ça? non-binaire. Non-binaire. Non-genré. Non-genré, exactement. Voilà. Il dit que les ID4 ont un léger avantage au niveau de la capacité de remorquage, mais ils ont un penchant quand même pour le Ioniq 5. Tes commentaires entre les deux? Ben, l'ID4 est plus spacieux, l'ID4 est plus VUS que l'autre, clairement. Ouais. Mais, nonobstant le véhicule, il y en a un qui est disponible puis l'autre pas. Tu sais, l'ID4, vous allez l'attendre un an et demi. Comme il faut. L'Ioniq 5, quelques mois. Ouais. Fin de la question. Bon, voilà. Tu sais, si tu me fais attendre un an et demi pour un véhicule, là, tu sais, moi, demain matin, là, attendre 3, 4, 5 mois, c'est déjà long. Un an et demi, tu as le temps de changer d'idée 20 fois. Tu as le temps d'évoluer. Il y a quelqu'un qui nous parle de la Kia EV6. Comment ça se fait qu'on livre en ce moment des Ioniq 5, mais la EV6, on n'en entend pas parler? Mais le EV6 arrive chez les concessionnaires dans 6 à 8 semaines. OK. Alors, nous, on va la conduire prochainement. On va avoir eu quand même quelques mois d'écart avec le Ioniq 5. Oui. Okay. Puis je pense que la stratégie marketing de Kia va différer un petit peu. J'ai bien hâte de voir ce qu'on va nous dire. Il y a eu des retards d'approvisionnement, puis bon, en plus, pour le lancement du produit, je sais qu'on se casse les méninges. Là, avec l'assouplissement des règles, peut-être que ça va être un peu plus facile, mais je sais qu'on va être capable de la conduire d'ici les 6 ou 7 prochaines semaines. OK, intéressant. Dernière question, on a Vincent qui nous dit « Bonjour, j'ai un Toyota RAV4 2018 en location qui se termine bientôt. J'aimerais faire l'achat d'un véhicule hybride ayant plus d'espace, VUS à 3 rangées de sièges ou minivan, et sachant qu'ils ont une famille de 4 avec deux jeunes enfants et un gros chien. » OK, mais est-ce qu'on veut aller dans l'hybride ou pas? Non, c'est pas confirmé. Là. Ils aimeraient faire l'achat d'un véhicule hybride ayant plus d'espace, oui. Bon, donc, Outlander, Highlander hybride, Sienna hybride, mais il n'y a rien de tout ça qui peut être... Est-ce qu'on a besoin de 3 rangées de sièges? Oui, c'est ce qui est précisé. Ben, c'est un Highlander. Ouais. Y a pas de... C'est sûr qu'une Sienna, c'est peut-être, je veux pas dire overkill, mais c'est inutilement gros peut-être, mais un Highlander, c'est un super achat. La seule affaire qu'il faut... Est-ce que ça, on est capable d'en livrer ou pas on en manque aussi. Okay. Il y a, chez Toyota, tout ce qui s'appelle hybride, là, peut-être, même la Prius, on en manque actuellement. Alors qu'on se bat pas ailleurs en Amérique du Nord pour en acheter tant que ça. Mais ici, au Québec, on manque de Prius, on manque de tout ce qui est hybride. Surtout la Prime, là. Ah, ben, de toute façon, le reste se vend pas. C'est pas compliqué. Là. 90% des Prius qui se vendent, c'est des Prime. Alors, mais on en manque. Alors, c'est prendre son mal en patience. Il y a Ford là, qui va arriver prochainement avec des... Bon, parce que tu peux pas comparer un Explorer hybride avec un Highlander hybride. L'Explorer hybride, il est conçu plus pour la performance, puis il consomme autant qu'un Explorer régulier ou à peu près. C'est juste qu'il y a un petit kick de plus. C'est ça. Fait que, tu sais, l'Highlander hybride, c'est du 7 litres et demi au 100, 3 rangées de sièges, très confortable. La seule chose que j'aime pas du Highlander, puis ça a toujours été le cas, c'est que les suspensions sont un peu plus molles que sur un Telluride ou un Explorer qui, lui, est réellement capable de remorquer 5000 livres. Et c'est pas le plus spacieux non plus, là. Non, mais pour 2 jeunes enfants, avec... c'est ça, c'est parfait. Ça va. OK, la réponse, on l'avait pas mal donnée, là, mais c'est... C'était pas mal le géoprisme. Oui, c'est ça. Prisme. C'est ça. Hein? Success story. Je suis pas sûr qu'on peut dire ça comme ça, non. Bon, la semaine prochaine... oui, on va être là. On va être là, hein? Ben, moi, je vais être là. OK. Tu décideras si t'es là. Okay. Bonne semaine. Au revoir.